dans un premier temps, je voulais déjà remercier la Mensa Pays de Loire et particulièrement Emmanuel Dinetti de nous laisser l'opportunité de pouvoir nous présenter aujourd'hui et donc de pouvoir vous expliquer quel est le réseau que l'on a créé au sein de notre entreprise, donc My Gifted Network. On a choisi Gifted pour doué et pas Highly Gift parce qu'on voulait vraiment ouvrir la communauté. En anglais, puisque Airbus, on est essentiellement présent sur les 4 pays européens, donc la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, et après un petit peu dans le monde, donc c'est vrai qu'on parle plus en anglais. Et donc l'idée de mon intervention, puisqu'après je laisserai la main à Christian, c'est de vous expliquer comment on est parti d'un rêve. Le rêve que dans le monde professionnel, ce soit beaucoup plus inclusif et qu'on accepte plus les diversités. Et avec Christian, on a cherché à faire de ce rêve une réalité. Donc c'est ce que l'on fait, on s'y emploie tous les jours. On n'est pas seul, on est 2 à avoir créé la communauté et par chance on a été rejoints par pas mal de personnes. Donc on est plusieurs membres actifs à essayer de faire avancer les choses. J'espère que vous m'entendez bien. D'accord, merci. Donc l'idée de créer la communauté est partie à l'origine d'un besoin parce qu'on était tous, c'est pour ça que je vous parlais des différents pays, c'est vrai que moi je suis sur Madrid, Christian est sur Toulouse, on a des personnes donc, sur les sites Nantes-Saint-Nazaire et puis donc, dans les autres pays et c'est vrai qu'au travail on s'est vite rendu compte qu'avec notre côté atypique, on se sentait très facilement isolé, un peu en marge. Alors, pas forcément de notre souhait ou du souhait des autres, mais du fait de notre atypisme. Et puis, en fait, le but de cette communauté, à l'origine du besoin, c'était de se rassembler, de partager, d'échanger sur les difficultés du HPI, mais pas de s'enfermer dans une coquille de victime. On voulait plus ouvrir, ne plus se sentir isolé et donc briser les tabous qu'il y a autour du monde du HPI, parce qu'on a encore des difficultés à en parler. Et puis la volonté surtout de changer les choses, d'essayer de faire évoluer les mentalités, d'ouvrir à cette différence et puis de briser cette image du HPI comme victime parce que c'est vrai que quand on en parle autour de soi, souvent les personnes s'imaginent soit le génique et limite autiste, parce que moi personnellement j'ai entendu ça. Un jour, on m'a clairement dit le HPI, oui, bon, c'est une personne autiste, réfractaire au changement, qui n'a aucun esprit d'équipe, qui n'est pas du tout sociable. Je ne me suis pas du tout reconnue dans cette image. Donc à ce moment-là, je n'ai pas osé dire que j'étais à l'opposé de cette idée-là. Et c'est aussi une des raisons qui m'a fait me motiver, moi personnellement, à communiquer, à informer. Et puis de démontrer que finalement, s'intéresser à cette cause et puis donner toute la valeur du HPI dans le rôle qu'il peut jouer, ça peut être une vraie valeur ajoutée dans le monde du travail. Donc voilà d'où on est parti. Et c'est vrai que là, dans mon intervention, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est déjà vous expliquer pourquoi la communauté, même si j'ai commencé à l'introduire un petit peu. Vous parler des enjeux qu'il y a autour de cette communauté, comment on l'a mise en place, les difficultés qu'on a pu rencontrer aussi. Et puis surtout ce qu'elle apporte. Ce qu'elle apporte pour les membres. Alors, c'est une communauté qui est ouverte à tous. Parce que le but d'informer, ce n'est pas de rester en vase clos. Donc, ce qu'elle apporte à tous les membres. Ce qu'elle apporte aussi à l'entreprise. Et puis, de manière plus globale, à la société. Ce que ça peut apporter à la société. Et après, Christian vous parlera des bénéfices de manière plus générale. Voilà. Alors, comment ça a commencé tout ça ? Cette histoire de communauté. Ça a commencé il y a un peu moins de 2 ans, quand Christian lui-même, on a un outil intranet au sein de la société sur lequel on peut communiquer. Et on a de la chance parce que c'est un outil qui nous permet aussi de communiquer avec le PDG d'Airbus commercial, en l'occurrence, parce qu'il y a plusieurs divisions. Et au sein de cet intranet, ça fonctionne avec un système de questions. Et puis après, les gens votent. Plus la question a de votes, plus elle est remontée au niveau du PDG. Puisque chez Airbus, on a un peu plus de 130 000. Donc vous imaginez un peu le nombre de questions qu'il pourrait y avoir, ça serait un peu trop vague. Et donc Christian a eu l'audace, on va dire, mais surtout le courage de poser une question autour du Gifted, enfin du HPI. Et une question de manière assez ludique, pour ne pas effrayer non plus les gens. Et ça a eu beaucoup de retours. Donc déjà, il y a eu plus de 100 votes, ce qui était quand même assez intéressant. Bon, c'est pas celle qui a rencontré
le plus de votes dans la semaine, donc malheureusement, elle n'est pas arrivée au niveau du PDG. Mais néanmoins, elle a eu l'intérêt de pouvoir déjà rallier un peu les gens, puisqu'il y a eu 31 commentaires de fait suite à cette question, dont le mien. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'on ne se connaissait pas avant. Et dans les commentaires, c'est très intéressant, parce qu'il y avait à la fois des gens donc, concernés, mais aussi des gens pas concernés directement, dans le sens où il y avait même un commentaire d'un manager qui disait c'est une question qui m'intéresse parce que moi j'en ai un dans mon équipe et je ne sais pas trop comment gérer la situation. Donc on s'est contacté avec Christian et on s'est dit ce serait intéressant finalement de lancer une communauté parce qu'il y a un vrai besoin. Donc d'autant plus que, comme je vous ai dit, on est un peu plus de 130 000 chez Airbus. Si on prend les fameux 2,3% pour les gifted, ça amène plus ou moins un potentiel de 3 000 gifted. Alors, plus ou moins, ça reste des stats. Et surtout dans les commentaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Donc le premier besoin que l'on a vu et qu'on a identifié, c'était d'être soi. Et nous, on parle de coming out, parce qu'on se rend compte que c'est aussi et Christian en parlera plus dans son intervention, mais c'est vrai qu'on vit des différences un peu similaires par rapport à d'autres communautés, sur des diversités qui ne sont pas forcément visibles. Et donc, on s'est dit, il faut oser être soi, et puis casser un peu toutes ces barrières, tous ces tabous, parce que c'est en informant qu'on va arrêter de susciter de la peur de la différence chez les gens, surtout sur des choses que les gens ne maîtrisent pas. Donc on s'est dit, on va d'abord exprimer ce besoin d'être soi, faire son coming out, ne plus se sentir isolé, ça je l'ai déjà dit, et surtout, ça va permettre de libérer le potentiel des gens. Donc il y a eu l'intervention juste avant où on parlait un petit peu, alors je ne vais pas refaire, mais moi si je pouvais résumer, c'était justement par les biais d'arrêter d'être un peu dans un modèle de conformisme, etc., qui nous modèle et qui fait qu'on a tendance pour des problématiques sociales à se comporter en société telle que l'on attend de nous. Et bon, je ne suis pas psychologue ni rien, mais c'est un peu en ça qu'on rentre aussi dans le faux self. Là, le but, c'est de se dire, non, si on veut vraiment exprimer son potentiel, il faut s'accepter déjà soi. Et donc, c'est important. Et c'est ainsi qu'on sera plus performant et qu'on s'assumera. Donc ça, c'est l'intérêt aussi pour l'entreprise. Donc, on est parti dans ce pari-là. On a la chance que notre société nous ait donné l'autorisation. On ne s'est pas lancé tout seul. Alors, il faut savoir que c'est déjà 6 mois de travail de préparation avant d'ouvrir la communauté. On l'a ouvert en mars 2016 et on s'est fait aider beaucoup par des associations, des psychologues, enfin des partenaires extérieurs, notamment donc Ariel Ada qui a pris tout de suite le parti de nous supporter. Et qui a été une des premières à écrire un article juste pour la communauté qu'on a publié. On a aussi des coachs comme Fabrice Michaud, Mathieu Lassagne qui nous accompagnent et qui nous aident vraiment. Donc la Mensa, entre autres, sur lequel on a publié donc, un article, Mensa national et Mensa international. Et on avait contacté la Mensa pour s'assurer si on pouvait... pareil, mettre en lien toutes les vidéos, pour avoir toutes les autorisations de pouvoir publier tout ce qui était autour de la Mensa. On a aussi également Cécile Bost. Donc je les nomme parce que ce sont quand même des personnes qui nous aident réellement et de manière gratuite, il faut quand même le préciser, qui nous accordent du temps. Donc Cécile Bost qui est aussi prête à venir faire une conférence au sein de notre entreprise. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a tout préparé, on a ouvert en mars. On l'a lancé très exactement un jeudi 17 mars. Quand on l'a publié, le lendemain, on avait tellement de mails, d'appels, de tout ce que vous voulez, qu'en début d'après-midi, le vendredi, Christian m'écrit un mail en me disant « Tu as peur ?» J'ai décroché mon téléphone, je lui ai dit « Oui ». Parce qu'en fait, si vous voulez, comme je vous dis, on n'est ni psychologue, ni coach, ni tout ce que vous voulez. On est juste 2 personnes qui ont la volonté de faire évoluer les choses. Mais on a tout de suite reçu un tel engouement et des témoignages de personnes qui étaient en souffrance, qui avaient besoin de s'exprimer, qui avaient besoin de partager, qu'en plus en étant forcément aussi des hypersensibles, on s'est pris ça, mais c'était impressionnant. Et en même temps, c'était très galvanisant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Dans les témoignages qu'on a reçus, on a reçu des témoignages qui étaient parfois un peu durs,
de personnes qui se sont longtemps cherchées, qui ont erré et qui ont été aussi sur des mauvais diagnostics malheureusement. Des personnes avec lesquelles, quand on échange, même si on n'a pas la même vie au final, tout de suite on connecte et on est exactement dans le même monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont l'avoir découvert depuis 1 an, 3 ans, 10 ans, ou d'autres même 20 ans, 30 ans, 40 ans. On n'a pas du tout les mêmes parcours de vie, mais tout de suite on connecte et on se comprend. Et en plus, on peut échanger sur comment on le vit au travail. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Quelles sont les astuces qu'on peut se donner? Et ça, c'est tout juste formidable. Parce qu'au final, vous vous rendez compte que ça vous donne énormément d'énergie et puis ça vous aide aussi au quotidien. Donc on a vu tout de suite que ça prenait beaucoup d'engouement. Au bout d'une semaine, on était déjà 70 membres. Et aujourd'hui, donc quasiment 1 an après, enfin même un peu plus d'1 an après, on est un peu plus de 500 membres. Donc, pour vous dire qu'on est assez contente de cette réussite. Alors, comme je vous dis une fois de plus, dans les membres, tous ne sont pas HPI, et tant mieux, parce que le but, c'est d'informer. Donc, on a aussi des gens qui viennent parce qu'ils s'intéressent au sujet, qui ont des questions, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on est très content. Et finalement, c'est vrai qu'au quotidien, on échange entre nous, donc ça nous permet aussi de connaître plein de gens avec lesquels on n'aurait pas forcément discuté parce qu'ils sont des départements avec lesquels vous n'êtes pas du tout en relation. Donc ça a justement cet esprit communautaire. Donc ça, c'est un vrai élan positif. Grâce à cette communauté, comme je vous ai dit, j'allais vous parler aussi des impacts. Il faut savoir qu'à ce jour, et à notre connaissance, on a, grâce à la communauté, 8 personnes qui se sont identifiées. C'est-à-dire qui jusque-là se cherchaient, ne savaient pas pourquoi elles avaient ces différences, pourquoi elles avaient des fois des difficultés à bien communiquer ou du moins arriver à faire comprendre, faire passer leurs idées, voilà, qui se cherchaient complètement. Et puis un jour, sont tombés sur notre communauté, ont commencé à lire tout ce que l'on publie, puisque sur la communauté, on a plusieurs onglets où on publie tous les articles, les vidéos, tout ce qui peut exister. Donc sur les 4 pays. On communique aussi, enfin on publie une partie sur les enfants, puisqu'on a aussi des parents qui sont concernés et qui cherchent de l'information. On explique aussi ce qu'est le gifted, donc les différentes spécificités du cerveau, le côté émotionnel, etc. Et donc on en a quand même 8, comme je vous dis, encore une fois à notre connaissance, puisqu'ils sont venus vers nous, qui se sont identifiés, et rien que ça, c'est tout juste génial parce que vous vous dites que ça apporte beaucoup. Ce que l'on fait aussi en interne, donc entre nous, comme je vous ai dit, ce sont beaucoup d'échanges. On se donne aussi pas mal de trucs et astuces, des petites pistes pour améliorer le quotidien au travail. Ça permet aussi d'avoir une grille de lecture et de mieux comprendre l'environnement. Donc trucs et astuces, alors on ne peut pas tout partager parce qu'on ne peut pas non plus heurter la sensibilité des autres membres qui ne sont pas gifted. Mais j'ai par exemple, on ne les invente pas, on les prend dans les livres, etc. Mais une astuce que Jeanne Siofachin avait mis dans son livre, qui était, et ça on l'a tous vécu, et qu'on soit gifted ou pas, ça d'ailleurs ça concerne tout le monde, c'est quand vous êtes en réunion, et puis qu'il y a un problème qui est posé. Alors vous savez que dans les entreprises, en plus les réunions, on aime beaucoup ça. Donc un problème est posé, vous êtes là, déjà vous posez la question, vous dites en quoi c'est un problème, je vois bien la solution. Vous voyez que tout le monde réfléchit, vous dites je dois me tromper. Alors vous le dites la première fois, vous dites pourquoi on ne fait pas ça? Et puis là tout le monde vous regarde, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, c'est pas ça. Bon. Puis vous voyez tout le monde réfléchir, vous dites ça me paraît, alors je vais pas revenir sur le débat de l'intuition, mais c'est peut-être juste une intuition qui est biaisée, si je peux me permettre ce jeu de mots. Donc vous cherchez, puis vous voyez que les autres cherchent vraiment très fort. Donc en plus, vous vous dites, ça doit être compliqué. Puis vous avez beau faire des tours, des détours, des retours, tout ce que vous voulez, vous revenez toujours sur le même point. Et puis au bout d'un moment, 1 heure, 2 heures, des fois ça peut être plus long, se passe. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un de votre équipe, d'une autre équipe, qui donne quasiment mot pour mot la même solution que vous aviez énoncée en amont. Et là, vous vous dites, mais je ne comprends pas, pourquoi? Et là, tout le monde, en plus, trouve ça génial. Donc, dans ces moments-là, vous dites, alors, soit je parle chinois,
Soit, bah, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé une étape, j'ai dû déconnecter, je suis partie sur une autre planète et je suis revenue. Enfin, voilà. Moi, à tel point, je l'ai vécu que j'ai même fait une formation sur la communication. Hein, parce que je croyais que j'avais vraiment des gros problèmes de communication, c'est pour vous dire. Et quand j'ai lu ce passage dans le livre de M. Fachin qui expliquait que c'est juste attendre que les autres arrivent ou se rapprochent de cette solution et qu'en fait, il faut juste temporiser, et bien en fait, c'est un outil qui est génial parce que ça marche vraiment. Et du coup, moi, quand je l'ai lu, le lendemain, une autre réunion, je l'ai expérimenté. Et là, je dis bon, je laisse ma solution pour moi, j'attends. J'ai attendu. Alors des fois, on fait autre chose hein, pour s'occuper. Et puis au bout d'un moment, quand on voit que ça y est, ça commence, l'idée arrive, et là vous dites, et pourquoi on ne ferait pas ça? Et là tout le monde, ah c'est super. Là vous dites, ah purée, ça marche, c'est génial. Donc ça c'est aussi des petites astuces qu'on se repasse entre nous. Il y en a d'autres. Moi j'ai quelqu'un qui carbure très très vite chez Airbus, entre autres. Mais enfin vraiment, quand je vous dis très très vite, c'est un Concorde, quoi. C'est même, je dirais, limite une fusée. Qui un jour me disait, moi ce que je fais, c'est que en fait, je vais à mon rythme. Parce que c'est ça aussi, c'est que des fois, on s'essouffle à vouloir se ralentir et pas aller au rythme des autres, enfin, ou du moins essayer d'aller au rythme des autres. Mais du coup, c'est juste très épuisant énergiquement. Et elle me disait, moi ce que je fais, c'est que je donne ma solution ou je donne une réponse à ma vitesse et j'attends, je temporise. Comme ça, moi, je m'économise, je maintiens mon rythme et je ne pénalise pas non plus les autres parce que je les laisse procéder. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés, pof, je redistille une autre information. Donc, comme ça, je respecte le rythme des autres et moi, je respecte le mien. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je dirais que ça a été aussi une des clés de se dire, le fait de se rencontrer, on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes difficultés et on s'est dit, et pourquoi pas, finalement, continuer à être soi, mais encore plus soi et se réconcilier avec soi-même, sans pénaliser les autres. Parce qu'on a toujours l'impression, si je fais ça, les autres, je vais être maltraitante quelque part vis-à-vis d'eux. Et là, c'est aussi Christelle Petit-Colin qui donne pas mal de clés à ce sujet dans son livre. Et c'est vrai qu'au final, on se rend compte qu'en faisant de cette manière-là, bah, on prend aussi soin de soi. Moi, j'ai eu de la chance, alors encore une autre petite anecdote, mon ancien chef, qui lui, un jour me dit... tu vas vraiment très vite. Je dis oui. Il me dit, puis moi, c'est vrai que j'ai tendance à aller un peu lentement. Bon, je n'avais pas osé aller jusque-là. Donc j'en ai profité, je lui ai dit oui. Mais c'est vrai que, voilà, c'est son mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'il allait particulièrement lentement. Il avait besoin de ça pour vraiment procéder dans sa tête. Et du coup, comme il m'a ouvert la porte, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'embête si moi, j'applique cette méthode-là, c'est-à-dire je te distille de l'information, tu procèdes, et moi, pendant ce temps-là, je fais autre chose. Et là, un oui complet. Oui, il n'y a pas de souci. Et c'était génial parce qu'en réunion, j'étais avec mon ordinateur, il me posait une question, j'avançais le sujet, et pendant qu'il procédait, je faisais autre chose. Ça me permettait d'avancer, et moi, au moins, je n'étais pas en frustration complète, voilà. Et lui, je ne le pénalisais pas non plus, et je n'étais pas maltraitante vis-à-vis de lui. Parce que c'est vrai que de vouloir aller trop vite, pour lui, c'était aussi de la frustration et du stress. Donc il y a des choses comme ça, des astuces qui peuvent marcher. Et c'est vrai que quand on reste cloisonné dans notre périmètre à nous, on a tendance à se dire comment je peux amener ça, comment ça va être pris, est-ce que ça va paraître pour de la fausse humilité ou est-ce que ça va me pénaliser, comment, voilà, c'est toujours ce fameux comment. Mais en fait non, on se rend compte que plus on en parle, plus on dédramatise les choses et que finalement on suscite plus de bienveillance. Donc c'est possible. Dans notre communauté, comme je vous l'ai dit, c'est ouvert vraiment à tout membre et toute forme de HPI. Et ça aussi, c'est très enrichissant. Donc j'essaye de faire des ponts avec l'intelligence collective, mais c'est aussi ça qu'on voit. Parce qu'on a vraiment, sur ce partage, on s'enrichit aussi des différences des autres. Et on en apprend beaucoup. On s'enrichit aussi des différences culturelles. C'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir travailler avec différentes cultures. Qu'on soit HPI ou pas, la culture est toujours intéressante. Et on en parle souvent au sein de la communauté. Moi qui vis en Espagne et qui suis française, et donc bien de culture française, j'ai aussi cette chance de pouvoir voir comment s'appréhender de différentes manières sur les différents pays. À ce titre, Christian vous expliquera aussi une autre culture, la culture chinoise,
qui est encore... parce que bon, Espagne et France est quand même assez proche. Là, la culture chinoise est encore bien différente. Donc ça apporte beaucoup. On travaille énormément sur le lâcher-prise. Alors le fameux lâcher-prise qu'on voit partout, qu'on nous parle beaucoup, qu'on soit gifted ou pas, qu'on fasse des formations dessus, sur la communication non verbale, etc. Toujours le fameux lâcher-prise. Et au final, d'être en contact avec des gens au sein même de votre société, où c'est quand même un centre de stress, entre guillemets, de pouvoir lâcher prise ensemble, c'est un vrai bienfait. Ça apporte énormément aussi. Et puis, une fois de plus, être soi, sans barrière, se réconcilier avec soi-même. Donc voilà ce qu'on s'apporte entre nous. Pour l'entreprise, le but, et ça c'est très important, et c'est en créant la communauté qu'on a vraiment compris la différence entre les deux termes, on informe et on ne revendique pas. Moi, à titre personnel, avant je disais je suis surdouée donc ta 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 ta. Aujourd'hui, je dis plus ça. Je dis je suis tac 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 tac. Et si on me pose la question, comment tu le sais, la fameuse preuve scientifique, je dis je le sais parce que, entre autres, je suis surdouée. Et du coup, ça n'a plus la même portée. Le fait d'arriver en disant ah non, mais moi, et sans fausse humilité, c'est-à-dire de s'accepter soi-même, c'est de reconnaître aussi qu'on est capable de faire ces choses-là. Et ça, c'est une autre approche. Alors, ce qui est important aussi, c'est de travailler sur casser les stéréotypes. Et à ce titre, j'ai une anecdote assez intéressante qui fait partie aussi de ce que je voulais vous présenter. Du coup, je l'ai dit un peu avant. C'est que grâce à la communauté, on nous a demandé de participer à un groupe d'innovation, puisqu'il y a des gens qui se sont ouverts à ce sujet, se sont dit, oui, en effet, il y a des profils, alors il y a plein de profils qui sont capables de faire l'innovation, mais les gifted peuvent apporter quelque chose d'intéressant. Et donc, ça se passe en Espagne, on m'a demandé de venir, donc on a réuni, ils ont monté un groupe de talents. Alors les talents, parce que des fois il y a des débats entre haut potentiel, terminologie entreprise, et haut potentiel tel qu'on l'entend chez nous dans les associations. Donc les fameux hauts potentiels, ce sont potentiellement les futurs leaders, enfin les personnes qui ont été identifiées en tant que telles dans les entreprises. Et donc j'étais avec ces personnes de talent, et en effet des vrais talents. Et donc voilà, je participais avec eux, alors à toutes les méthodologies d'innovation, etc. Et puis le midi, ils m'invitent à manger avec eux, très intéressant. Et quelques-uns commencent à me dire, parce qu'on m'avait introduite comme membre cofondatrice de la communauté My Gifted Network. Et là, on me dit, ce serait bien que la prochaine fois, tu viennes avec des gens comme ça. Donc là, je regarde. Donc on était à la cantine du site. Puis là, je regarde, j'ai des gens comme ça. C'est-à-dire, tout de suite, je me suis dit, bon, on est dans le cliché, je suis blonde, je suis une femme, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, je ne suis pas la fameuse à lunettes avec plein de boutons, qui avec son bouquin, voilà. Donc, je suis pile poil dans le cliché, ou du moins en dehors de leur cliché, de ce qui est un gifted. Donc bon, je ne me suis pas étendue sur le fait que moi je l'étais, parce que ça ne prenait pas forcément de sens à ce moment-là. Mais par contre, j'ai posé la question, j'ai dit, c'est intéressant, parce que j'ai dit, tu me poses cette question-là, mais pour toi, c'est quoi un gifted? Et j'ai dit, on va faire un test. J'ai dit, là, voilà, on est dans le self, donc dans la cantine. J'ai dit, il y a plein de gens. J'ai dit, d'après vos clichés, lesquels parmi les gens qu'on voit autour de nous, vous pensez qu'ils le sont? Et là, tous ils me répondent, quasi à l'unanimité, le fameux monsieur en costard-cravate, qui est en train de lire, alors peut-être un document qu'il devait présenter après, je ne sais pas, avec des lunettes. Et voilà, comme ça, de manière très réfléchie. Ils me disent, lui. Alors, je dis, bon, j'ai pas la réponse, bien sûr. Potentiellement, oui. Mais ça pourrait aussi être la fameuse personne, donc l'électricien qui est en bleu, qui est avec toute son équipe, et en plus qui est en train de faire rire tout le monde. Je dis, tu vois, potentiellement, ça pourrait être lui. Je dis, tu prends le veilleur de nuit, alors je ne citerai pas l'hôtel, mais d'un hôtel à Toulouse. Je dis, veilleur de nuit, donc de l'hôtel. Poste, d'après les clichés du gifted qui ne représente pas un potentiel gifted, et il a fait une thèse en mathématiques, alors ne me demandez pas, un système d'imagerie mathématique pour tout ce qui est médecin et tout ça, un truc révolutionnaire, et il a quelqu'un de chez Microsoft qui l'a embauché au Canada. Et je dis, toi c'était le veilleur de nuit que tu vas voir à chaque fois que tu vas à cet hôtel. Et je dis, voilà, ça ce sont les stéréotypes. Et c'est vrai que quand on l'explique, on voit tout de suite que les gens, ils sont... Et après, ils posent plein de questions. Ils sont très intéressés. Mais en fait, ah oui, donc les enfants, les adultes, etc. Et du coup, on peut informer. Et ça, c'est bien.
c'est bien parce que du coup, ça ouvre les mentalités. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire évoluer les choses. Surtout que justement, notre message à travers ça, c'est de dire que être surdoué, c'est pas synonyme de succès. Et en plus, c'est pas une diversité qui est visible. Autre point, pour l'entreprise, ce que l'on apporte aussi, c'est de leur offrir un modèle qui soit plus inclusif. On essaye justement de communiquer sur ces diversités, mais surtout de leur démontrer qu'en étant plus inclusif, les gens vont libérer leur potentiel. Et du coup, on va aller plus vers de l'excellence. Et c'est en ça que les gens vont pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée. On a notamment à l'esprit, alors cette étude, je ne connais pas la psychologue qui l'a faite, vous m'excuserez, mais cette fameuse étude où ils sont allés dans une classe, et alors c'est très drôle parce qu'en plus moi je l'ai vécu cette étude, quand j'avais 10 ans, en CM2, où on apprend aux enfants à lire plus vite, cette fameuse méthode. Et ils se sont rendus compte qu'en fait les enfants qui lisaient de manière moyenne, avec la méthode s'amélioraient, mais bon, ce n'était pas un bon phénomène, fulgurant. Par contre, ceux qui avaient déjà le talent, entre guillemets, de lire vite, là, devenaient complètement excellents. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de dire, on a tendance à cloisonner les gens dans un périmètre, en se disant, parce que la normalité est comme ça, les gens vont faire comme ça, sauf qu'il y a des profils atypiques qui, eux, ont des choses qui sortent du cadre, et en développant, en libérant leur potentiel, on va libérer et toucher des phénomènes beaucoup plus larges et plus vastes. Et c'est ça qui est intéressant. Et bon, je ne vais pas déborder sur ce que va dire Christian, mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une réelle nécessité. Avec la communauté, du coup, donc je vous ai dit, bon, il y a des échanges, il y a de l'information, et puis il y a surtout des projets. Donc, projet de faire une conférence. Alors, on essaye de la faire dans chaque pays. Voilà, faut y aller petit à petit. Mais on a ce projet-là, on commence à lancer des choses. Christian a établi un leaflet pour informer aussi d'un point de vue médical, donc auprès des médecins du travail, etc., pour expliquer justement un peu les erreurs de diagnostic, du style si les personnes ont telle caractéristique, etc., potentiellement elles peuvent être surdouées et pas bipolaires, pas schizophrènes ou ce que l'on veut. Donc c'est un leaflet d'information qui est traduit pour l'instant dans les 3 langues, mais il reste l'allemand. Si d'ailleurs quelqu'un parle allemand couramment, mais bon. Et donc voilà, on a aussi l'idée de faire du coaching sensibilisé, donc interne, externe, pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Des formes de TED Talk pour qu'on puisse informer un peu plus, alors fait par des gens en interne, ça reste ouvert. Et puis une sensibilisation aussi au niveau des services médicaux. Donc voilà les projets que l'on a. Bon, après, il y a plein d'autres choses à faire. On a aussi justement ouvert un laboratoire d'idées pour supporter tout ce qui est innovation, travailler avec les groupes d'innovation. Et c'est en cela que je vous disais, donc moi j'ai pu intervenir auprès d'un groupe. Ça a été très positif puisque j'ai été honnêtement très très bien accueillie. Les gens n'étaient pas du tout réfractaires, ouverts à ce que je pouvais proposer. Là-dessus, on a quand même pu mettre en place, ouvrir un petit peu au niveau de la stratégie de ce groupe. Ce que j'ai pu apporter notamment, c'est de faire des liens là où ils n'en voyaient pas forcément, donc inter- et intra-département, et puis voir en dehors d'Airbus, donc par rapport, parce que vous savez qu'on a aussi beaucoup cette capacité de faire énormément de liens. Et du coup, voilà, je leur ai amené tout de suite, voilà, pourquoi pas connecter avec telle entreprise qui fait telle chose, et puis comme ça, bon, je viens du procurement, donc j'ai cet aspect saving aussi qui me colle à la peau, donc justement de faire des gains, des bénéfices, etc. Donc ça a été une bonne valeur ajoutée pour eux, et si bien que je continue malgré tout, moi, mon histoire s'est un peu arrêtée là avec eux, mais ils sont dans la phase de développement et ils continuent à me solliciter, à demander toujours l'avis sur tout ce qu'ils font. Systématiquement, ils me posent la question, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, de travailler gifted, non gifted, expert, au talent, etc., ça a amené des choses vraiment très intéressantes. Parce que moi, j'ai amené cette vision globale, cette rationalisation, c'est-à-dire qu'à un moment, ils avaient 63 idées et ils voulaient traiter les 63 idées.
Et là, je me suis dit, ouf, je pense que les 63 idées, moi, j'y voyais à la fois des concepts et à la fois des moyens et des outils. Donc, de 63 idées, on a pu rationaliser à 3 clusters, ce qui était déjà bien. Voilà, donc ce sont ces ensembles de choses que c'est vrai qu'on peut apporter et qu'ils ne voient pas forcément. Il ne faut pas avoir honte de pouvoir le dire et de les apporter et de l'assumer. C'est une vraie force que l'on a. Et qu'ils le reconnaissent réellement et en même temps, ils le valorisent. Et en même temps, on s'enrichit aussi de voir comment ils procèdent, comment ils fonctionnent, comment ils conceptualisent les idées. Là où des fois, on ne se pose pas assez pour se poser les questions, parce que dans le quotidien du travail, on est à fond et on ne se rend pas toujours compte de ces aspects-là. Et après, des côtés au niveau de l'innovation, oui, je ne vous cache pas que la synergie a tellement bien prise que bon, à un moment, je suis partie peut-être un peu trop loin. Et on m'a dit que c'était un peu trop futuriste. Bon, ça c'est un autre point. Alors on va laisser faire le temps, et puis je pense qu'au bout d'un moment ça va venir. Mais néanmoins, ça reste malgré tout intéressant. Et c'est là où on voit le réel impact de l'intelligence collective à vraiment travailler et collaborer ensemble. Et puis pour la société, c'est de dire, et c'était aussi une de nos motivations avec Christian, parce qu'on a tous les deux des enfants concernés, on se disait bon, on lutte avec l'école, on essaye de faire changer les choses, on parle toujours des enfants, l'école, etc. Mais ce sont des enfants qui deviennent adultes. Et dans le monde du travail, il ne se passe rien. Et pourtant, les souffrances, elles sont quand même là. Donc on veut au niveau de la société se dire, regardez, dans le monde du travail, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'enrichissements à apporter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, on a déjà 2 sociétés externes qui nous ont contactés et qui sont intéressées pour monter aussi une communauté. Et on a un DRH d'une grande société qui lui aussi est intéressé. Donc un DRH quand même. Pour vous dire que ça intéresse malgré tout. Et voilà. Donc c'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact. Nous au début, comme je vous ai dit, ça nous a fait un peu peur parce qu'on ne s'imaginait pas. On s'est pris tout d'un coup. Et au final, c'est une réelle dynamique, une réelle machine qui est super intéressante. Donc moi, avant de passer la main à Christian, en résumé, par rapport au message que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment oser être soi. C'est très important. Casser toutes ces barrières, tous ces clichés, toutes ces limitations sociétaires qu'on a pu vivre depuis qu'on est tout petit, parce qu'on a été éduqués, on vit dans cette société de cette manière-là. Mais il faut vraiment faire son coming out. Il ne faut pas en avoir peur. Après, c'est juste le prendre comme un fait. Il faut rester très factuel et assertif. Pas dire je suis surdouée donc nanana. Ou alors oui, non mais voilà, je suis surdouée, etc. Non, c'est juste dire je suis comme ça. Et c'est un fait et tout va bien et il n'y a pas de problème. Je ne vais pas te faire mal, tu ne vas pas me faire mal. Tout se passe très bien. Le fait de libérer son potentiel, déjà, ça permet qu'on soit mieux. On vit mieux les choses. Au moins, on s'éclate. On va plus en profondeur dans ce qu'on sait faire. Et ça nous amuse. Et on y prend du plaisir. Et en ça, on libère plus de motivation. Et ça, c'est intéressant pour l'entreprise. Parce que c'est une vraie valeur ajoutée. C'est une vraie force pour eux. Et c'est ainsi, en se réconciliant avec soi-même, qu'on va développer justement plus d'intelligence collective. Et pour conclure, alors je la lis parce que voilà, j'aimerais finir sur cette citation de Sénèque que j'adore. C'est « Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. » Voilà. Donc, je vous remercie. Déjà, bon, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très très content d'être ici et de partager avec vous un peu notre expérience. Et je remercie d'ailleurs Medsa Pays de la Loire et son président Emmanuel Dinetti de nous avoir invités, Céline et moi, et pour avoir organisé en plus cette belle journée et tous les bénévoles aussi de Medsa. Donc j'espère que vous aussi vous prenez un peu de plaisir. Pour l'instant vous êtes toujours là, donc ça devrait, c'est qu'il n'y a pas trop de soucis. Donc moi ce que je vais essayer de vous présenter et de vous expliquer, c'est la nécessité de faire des réseaux. Pourquoi monter un réseau dans une entreprise? Pourquoi faire? Et puis aussi témoigner que c'est possible, puisqu'on l'a fait. Donc pour cela, je vais essayer de vous faire un peu voyager, histoire que ce soit un peu ludique. D'abord, on va aller un peu en Chine.
pour rester dans le thème de l'intelligence collective. Après, je vais vous faire voyager dans mes rêves. Et après, on va aller faire un tour dans les étoiles, là, avec Star Wars. J'ai mis mon petit accessoire pour vous présenter tout ça. Donc, on va commencer par la Chine. Moi, j'ai eu la chance, parce que je suis en train de changer de métier dans Airbus, mais j'ai eu la chance pendant de nombreuses années de travailler avec un fournisseur chinois. Et chaque fois que j'allais en Chine, dans mes déplacements, je me retrouvais souvent seul devant 15 interlocuteurs chinois. Or, parce que raison de budget, raison que nous, en tant qu'Européens, on doit tout savoir et que voilà. Et quand je leur posais une question, je faisais des audits, quand je posais une question, mes interlocuteurs parlaient entre eux, en chinois évidemment. Parfois même le ton montait et puis enfin arrivait la réponse. Et là, moi j'étais souvent scotché par l'intelligence de la réponse. Et en fait, j'étais en face de la plus simple expression de l'intelligence collective, c'est-à-dire de l'interaction entre plusieurs individus. Alors, je dis scotché parce que pour quelqu'un qui très vite, enfant, a compris qu'il devait souvent compter que sur lui-même, le fait de se retrouver en face de cette culture chinoise où le groupe est plus important que l'individu, et de voir finalement le résultat en termes de côtoyer cette intelligence collective, c'est un peu captivant. Donc avant de continuer, je vais me présenter, puis je vais présenter aussi le cadre de l'intervention. Alors d'abord, cette conférence, comme l'a dit Céline, nous parlons au nom du réseau social que nous avons créé au sein du groupe Airbus, et on ne parle pas au nom d'Airbus. Ça, c'est le cadre. Alors pour ce qui est de moi, j'ai 50 ans, depuis quelques jours. Je suis marié, nous avons un fils de 11 ans, et alors peut-être comme beaucoup de personnes de ma génération, c'est grâce à mon fils que j'ai découvert ma douance, et ça fait juste 2 ans. Il y a encore peu de temps, je rêvais d'être un photon. Le photon, c'est une particule d'énergie ou de lumière, on va dire, qui a la particularité de ne pas avoir de masse. Alors déjà pour moi, ne pas avoir de masse et en plus sans faire de régime, ça reste un rêve. Hein. Donc le fait qu'il n'ait pas de masse, le photon, il ne se choque pas aux autres particules. C'est pour ça qu'il va très vite. Il n'y a pas d'interaction, donc pas de perte d'énergie. Et finalement, en quelques années-lumière, on se retrouve à l'autre bout de la galaxie. C'est un peu comme dans Star Wars, quand on est dans l'hyperespace, qu'il y a le vaisseau qui s'allume de partout et puis qui traverse les galaxies. Sauf que dans Star Wars, quand on est à l'autre bout de la galaxie, il y a des planètes qui sont habitées. Et moi, si je suis effectivement au bout de la galaxie, il y a de grandes chances que je sois comment ? Seul, oui. Seul dans le vide intersidéral. Donc je vais revenir sur mon test. Pour moi, le test, ça a été un véritable soulagement. Le premier soulagement, c'est que finalement, ce n'est pas moi qui dysfonctionnais. Ce n'est pas forcément les autres. C'est simplement qu'on n'est pas tout à fait de la même planète. Et que l'interaction, parfois, est difficile. Le deuxième soulagement, qui est aussi très important, c'est que je ne suis plus le seul extraterrestre. Je sais qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas où ils sont, mais je sais qu'il y en a d'autres, donc je ne suis plus seul. D'ailleurs, dans cette salle, il y en a quelques-uns, je crois, j'imagine. Donc ça, effectivement, c'est un soulagement qu'on a entendu aussi, et je reviendrai tout à l'heure, dans les personnes qui ont réagi dès qu'on a lancé le site. Alors je pense qu'effectivement, c'est un des facteurs qui m'a incité avec Céline à créer ce réseau. Peut-être pour aller à la rencontre des autres, mais aussi pour que plus personne dans l'entreprise se sente seul. Et justement, à l'ouverture du site, on a eu plein de mails incroyables, c'est ce que disait Céline tout à l'heure, nous remerciant qu'enfin on parle du sujet. Et on entendait vraiment aussi un soulagement. Donc à Airbus, on a la chance de travailler dans un environnement multiculturel. D'abord parce que les pays fondateurs d'Airbus sont l'Allemagne, UK,
l'Espagne et la France. Aussi parce que nos clients et nos fournisseurs sont partout dans le monde. Et pour cela, on a des formations et on travaille aussi beaucoup en équipe multiculturelle. Donc je vais essayer d'aborder le sujet de la douance par cet aspect interculturel. Sur la différence entre la culture de l'entreprise, la culture de la majorité de sa population et la culture de notre population douée. Est-ce que finalement cette rencontre que l'on pourrait penser parfois improbable pourrait bien fonctionner? Alors je parle de culture de notre population douée parce que même si on est tous différents, chacun de nous est différent, quelque part on a une partie d'histoire commune. On a un fonctionnement commun. On a des valeurs communes. Juste comme exemple, la réaction qu'on peut avoir devant la justice. Voilà. Donc si on revient sur l'entreprise, et je ne parle pas que d'Airbus, hein, l'intérêt d'une entreprise, finalement, c'est de bien s'occuper de ses employés, d'abord pour qu'ils restent impliqués, et après pour qu'ils expriment le meilleur d'eux-mêmes. Toutefois, l'entreprise est obligée de mettre en place des organisations pour maintenir une cohésion, de créer des processus, des outils pour répondre à la complexité. Et ces organisations, ces outils, ces processus sont faits pour ce que je vais appeler la majorité cognitive. L'entreprise est également composée d'hommes et de femmes faisant essentiellement partie de cette majorité cognitive. Donc là, je vais vous renvoyer au livre de Cécile Bost, de Christelle Poticolin, qui explique très bien ce décalage entre la culture de l'entreprise et la culture de notre population douée, et également toutes les difficultés qui en résultent. D'autre part, cette population douée, c'est une énorme richesse pour l'entreprise. Et cette richesse, souvent, n'est pas très utilisée. L'entreprise va parfois chercher à l'extérieur, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'innovation, alors qu'elle a un potentiel énorme à l'intérieur qu'elle ignore. Donc les personnes douées sont agiles pour travailler en interface entre différents mondes, interculturels, interservices. Elles sont efficientes pour anticiper les risques. Vous connaissez l'histoire du canari de la mine. Pour transmettre leur savoir. Elles sont visionnaires pour développer des stratégies, trouver des solutions innovantes, disruptives. Elles sont flexibles, puisque depuis votre naissance, vous vous adaptez à un monde dans lequel vous êtes minoritaire. Donc l'un des rôles de notre communauté, c'est de rapprocher l'entreprise et sa population douée, en donnant des clés de compréhension mutuelles, c'est-à-dire autant vers la population douée que vers l'entreprise. On essaye d'expliquer qui on est, de s'attaquer aux stéréotypes, et on communique effectivement en termes de besoins spécifiques. Alors besoins comme avoir des tâches variées, multiples, complexes, continuer à apprendre, avoir du challenge, avoir un management bienveillant, comprendre les décisions, être autonome, être jugé sur les résultats et pas forcément sur l'application des process. Finalement, en avançant ces besoins, nous nous sommes rendus compte que le message que nous portons est beaucoup plus universel. Et il va aussi dans le sens de l'histoire. Finalement, il y a une communauté beaucoup plus grande qui peut se retrouver dans les besoins que l'on amène. Et je pense d'abord aux personnes qui ont développé d'autres types d'intelligence, comme l'intelligence kinesthésique, artistique, et c'est des intelligences qui ne sont pas mesurées par le WES, et pourtant leur fonctionnement cognitif est très proche du nôtre, voire le même que le nôtre. Ensuite, je pense à toutes les personnes qui utilisent leur cerveau émotionnel. On parlait tout à l'heure d'intuition, je ne suis pas complètement d'accord. Donc leur cerveau droit, et si je fais référence aux publications de Béatrice Millettre, ça représente 30% de la population. De plus, on a trouvé des similitudes avec d'autres communautés qui ont également des diversités non visibles, qui se trouvent aussi en décalage et qui sont parfois obligées de porter un masque. Je pense par exemple à la communauté LGTB, donc lesbienne, gay, bi et trans,
Dans les deux cas, on parle de faire son coming out. Et quand on écoute, on entend exactement les mêmes peurs et les mêmes souffrances. Enfin, que peut-on dire des générations Y et Z, dont les attentes par rapport à l'entreprise ont changé si on les compare aux générations précédentes? Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine universalité dans notre propos. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, mais le monde se complexifie, devient de plus en plus incertain. Personnellement, moi je suis très optimiste par rapport à notre population. Pour citer la phrase d'Einstein, on ne peut pas résoudre les problèmes actuels avec le même type de pensée que celle qui les a créés. Donc normalement pour nous, dans l'avenir, ça devrait bien se passer. C'est le message d'espoir que je vous fais passer. Donc certaines entreprises, entre autres dans l'informatique, l'ont bien compris. Aujourd'hui, elles cherchent à attirer des talents atypiques. On voit passer des annonces comme ça. Et je pense que toutes les entreprises devraient se poser ce même type de questions. Pour prendre un exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'école 42, qui a été lancée par le PDG de Free, Xavier Niel. Et en fait, il est en train de créer les génies de l'informatique de demain. Il accueille gratuitement des jeunes, quel que soit leur niveau, même s'ils ont échoué à l'école, et en plus dans ce cas, ils ont une revanche à prendre. Et si on regarde les tests d'entrée de son école, il semble qu'il y aurait quand même des ressemblances avec certains tests du WES, qu'on utilise pour évaluer le QI. Donc vous avez bien compris quel type de population il cherche à attirer. Aujourd'hui, les économistes et les projectivistes nous expliquent que nous sommes à la croisée de deux mondes, en train de vivre plusieurs révolutions technologiques qui vont avoir un impact sur l'ensemble de l'économie. On parle de nanotechnologie, de la robotique, du traitement de l'information, du big data. Alors maintenant, je vais faire un petit test avec vous. Qui dans la salle utilise des pellicules argentiques pour prendre des photos? Ah. Il y en a une? Il y a des passionnés. Bon, effectivement, il n'y en a plus beaucoup. Et vous savez qui a inventé l'appareil photo numérique? C'est une personne qui travaille chez Kodak. Sauf qu'aujourd'hui, la société Kodak, elle a complètement disparu. Elle n'a jamais pris le virage, elle est toujours restée accrochée à l'argentique. À l'époque, elle était le leader du marché. Donc un autre petit test, qui aujourd'hui est prêt à dépenser une fortune pour acheter une licence de taxi? Donc je parle ici du nouveau monde et de l'innovation. Beaucoup de gens sont capables de faire de l'innovation pour améliorer un système. Mais je pense que notre population est plus capable d'avoir la pensée disruptive qui peut remettre en cause un système et qui peut faire des bons technologiques ou organisationnels. Alors attention, qu'on comprenne bien mon propos, je ne présente pas les personnes douées comme des superman. Ce que l'on dit simplement, et c'est le message que nous voulons faire passer au travers de cette communauté, c'est que la diversité cognitive dans une équipe est une chance. Et que la confrontation des systèmes de pensée ouvre des opportunités qui ne seraient pas possibles dans un système cloné. Donc si cette conférence arrive à convaincre quelques chefs d'entreprise de la nécessité de monter un réseau pour leur population douée, je dirais que Céline et moi pouvons les aider. Il ne faut pas hésiter. Mon plus grand bonheur donc dans cette communauté, comme disait Céline tout à l'heure, c'est d'apprendre qu'une personne vient de se reconnaître dans sa douance, grâce au site. Mon deuxième grand bonheur, personnellement, c'est de la rencontrer et c'est de commencer à l'accompagner dans son cheminement. Alors nous ne sommes ni des coachs ni des psys, je nous vois plus comme une équipe de première intervention. On leur donne des pistes sur le cheminement nécessaire, sur des stratégies. Parfois, on les questionne sur leur système de croyance. Je ne vais pas développer plus ici, mais s'il y a des questions, je pourrais y répondre sur cet accompagnement. Enfin, le dernier aspect essentiel que je voudrais vous présenter, c'est la rencontre dans la vie réelle. Notre réseau n'est pas uniquement une plateforme informatique. Nous organisons des rencontres une fois par mois, pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent venir. Il n'y a aucun ordre du jour, les personnes arrivent comme elles sont.
Ces rencontres ont toujours le même effet. On est à la même vitesse, sur la même fréquence. Il y a une acceptation naturelle de l'autre. Tout est facile. Et moi, à chaque fois, je repars avec la banane, je suis gonflé d'énergie. Donc maintenant, mon rêve, c'est pour ça que j'ai pris mon petit accessoire, c'est d'être un rayon laser. C'est plus d'être un photon. Pour fabriquer un rayon laser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un milieu amplificateur et concentrateur. C'est cette partie du rayon laser. Pour vous, votre amplificateur, c'est justement le réseau. C'est les rencontres réelles, c'est les échanges, c'est les partages. C'est ça votre amplificateur. Donc, dans un rayon laser, je vais essayer de l'ouvrir, histoire de faire un truc fun. Il manque le bruit, vous. Hein? Il manque le vous. Il manque le vous, oui. Je peux le faire, mais ça ne le fera pas. Donc, dans un rayon laser, il n'y a que dans Star Wars que c'est une arme. Hein. Dans la vie réelle, un rayon laser, ça sert à découper des pièces, entre autres pour l'aéronautique. Ça sert à soigner des gens en chirurgie. Ça sert à faire des spectacles. Aujourd'hui, ça me sert à illustrer cette conférence. Et mon rayon laser, ça me donne aussi l'énergie pour la faire. Sachant que c'est la première fois que je m'amuse à ce petit exercice. Donc maintenant, je dirais, et vous, qu'avez-vous envie de faire de votre rayon laser? Donc je vous incite, pour conclure, j'espère vous avoir donné envie de monter votre propre réseau, de participer au réseau existant. Mensa en est un. Il y a une partie dédiée au monde professionnel qui s'appelle Mensa Monde Pro. Vous pouvez aussi, par exemple sur LinkedIn, il y a un réseau qui s'appelle HPI Talent, qui a été lancé par Fabrice Michaud, qui a fait une conférence dans cette même salle il y a 2 ans. Donc je vous incite à participer à tous ces réseaux. Alors je ne parle pas de forum, hein, je parle des réseaux. Échangez, apprenez des autres, c'est ça l'intelligence collective, et c'est ça qui va vous donner une énergie inépuisable. Donc maintenant je vais me faire un petit kiff juste pour moi. On va faire un peu d'interactif à la façon Internet. Je vais vous demander de lever le bras. Voilà, comme ça, ouais, c'est sympa. Et finalement, si vous avez aimé tout ce qui a été présenté aujourd'hui et de cette journée organisée par Mensa, je vais vous demander de nous mettre un grand pouce pour nous donner un grand j'aime. Ouais. Merci à tous. Alors, on ne les citera pas parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas public. Voilà. Mais c'est juste pour dire, bon, si je comprends bien la question qu'il y a derrière, c'est savoir quelles sont les entreprises qui sont ouvertes sur le sujet. Peut-être un peu l'idée. On n'a pas de listing à vous donner, c'est juste de dire que moi, à titre personnel, il y a 2 ans, j'étais là aussi. Quand, voilà, comme je l'ai dit, c'est ma région de cœur. Hein, donc, ça fait 5 ans que je vis à Madrid, mais j'étais quand même venue. Et c'est vrai que moi aussi, je m'étais posé la question du listing des entreprises libérées. Notre message aujourd'hui, c'est plus de dire, finalement, dans n'importe quelle entreprise, il ne faut pas s'arrêter à la première barrière de « on est cloisonné, c'est possible ». Donc, certaines entreprises vont peut-être plus vite que d'autres, sont peut-être plus ouvertes que d'autres, mais ça vient. C'est ça qu'on veut faire passer aussi comme message. C'est que par des gens comme nous, et quand je dis nous, c'est nous tous là, hein, de lancer des réseaux dans différentes entreprises, parce que les 2 par lesquels on a été contactés, c'est venu par des personnes, du personnel. C'est pas venu de l'entreprise elle-même. C'est pour ça que je disais, on a un DRH, là on est content, mais jusque-là c'était plus des employés. Mais finalement les mentalités bougent, que ce soit par la tête pensante entre guillemets ou par les employés, donc ce qui est plus au niveau de l'usine, etc. Peu importe, je dirais. Parce que finalement, ça fait évoluer les choses. Mais pour vous répondre, je suis désolée. On n'a pas de listing. Sinon, il y a entreprises, c'est là où il peut y avoir des réseaux. Mais il y a aussi des petites entreprises où les personnes se reconnaissent entre elles et se disent ben, toi, je suis sûre. Et je connais quelqu'un qui est dans une entreprise de 17 personnes, ils sont presque tous au potentiel, ils se sont reconnus au fur et à mesure, en osant en parler.
Je vais vous dire que moi, par exemple, depuis que je suis à Madrid, j'ai recruté 3 stagiaires. Enfin, en 5 ans, j'ai eu 3 stagiaires. Et je me suis rendu compte au fil de l'eau et sans le savoir, hein, parce que je ne fais pas passer des tests ou quoi que ce soit, mais au fil de l'eau, il s'est avéré que sur les 3, il y en a 2 qui le sont. Et qui l'ont su après. Donc, comme quoi, même avec les gens avec lesquels on discute, quand vous vous êtes reconnu, et ben vous vous rendez compte que finalement, dans votre entourage proche, bizarrement, vous connectez, ceux qui sont vos mentors ou autres, ben vous connectez avec des gens qui le sont aussi. Mais voilà, il y a des ouvertures. Il y a aussi Mathieu Lassagne qui a ouvert un cabinet de recrutement spécialisé pour les HPI à Paris depuis septembre l'année dernière. Donc il y a des choses qui bougent. Après je ne sais pas, effectivement, on peut penser à des typologies d'entreprises, et c'est vrai que dans l'IT, ils sont compris, ou en tout cas ils ont la nécessité de chercher des profils atypiques, parce qu'aujourd'hui la complexité des logiciels, finalement, la réponse ne peut plus être faite par des gens qui sont trop séquentiels. Et on a besoin de personnes forcément qui ont une autre dimension. Mais après, je dirais, dans toutes les entreprises, potentiellement, on peut monter un réseau. Et dans toutes les entreprises, il y a des personnes douées dans l'organisation, voire même dans la direction. Et finalement, je pense que ce qui peut fonctionner, c'est d'arriver à les toucher, et elles vont vous aider à le faire. Et nous, effectivement, on a des personnes dans l'entreprise qui nous aident, et qui sont douées ou pas, mais je pense qu'ils sont doués, et pour qui ce qu'on fait, ça leur parle. Alors, ils ne se présentent pas, ils ne se mettent pas en avant, mais en tout cas, ils nous aident, ils nous soutiennent, ils nous supportent. Et c'est vrai qu'il y a 2 types de démarches. Une démarche, finalement, que je ne pense pas qui sera forcément la plus facile, c'est de convaincre une direction de faire quelque chose. L'autre démarche, finalement, qu'on a fait nous, c'est de faire d'abord nous, pour nous, et de vraiment faire ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on part du bas, on a dit on lance notre réseau, on fait des choses pour nous, et puis on verra bien ce qu'on arrivera à faire avec l'entreprise. Alors, il y a une écoute très, très attentive, et on a des relations régulières, entre autres avec le RH diversité, et il y a vraiment une écoute de ce qu'on fait, et on arrive à trouver des choses intéressantes. Mais je dirais, ça c'est le plus, et puis on ne peut pas espérer changer les choses du jour au lendemain. Donc forcément, il faut y aller par petits pas, et il faut respecter aussi le rythme des personnes qui sont avec nous. Comme Céline disait tout à l'heure, dans une réunion, il faut essayer de temporiser et de comprendre le rythme des autres personnes pour arriver au bon moment. Et là, c'est pareil, il faut aussi respecter le rythme de l'entreprise, qui ne va pas changer du tout au tout du jour au lendemain, et le rythme des gens et des personnes qu'on a, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans la société à l'extérieur de l'entreprise, donc avec le même regard, on va dire. Donc vraiment, voilà, une démarche bottom-up, une démarche qui vient de nous pour nous. Je pense que c'est une bonne façon de faire remonter ce type de sujet. Bonjour, excusez-moi. C'était juste, est-ce que vous vous rappelez de la fameuse petite question qui a tout déclenché? La fameuse petite question qui a tout déclenché. La question que j'avais posée, c'était effectivement que dans l'entreprise, il pouvait y avoir effectivement des Mozart, des Einstein potentiels, et de dire qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là, et je l'avais présenté sur le plan juste déjà de la diversité. En fait, c'est comme ça que j'ai attaqué, c'est l'angle d'attaque que j'ai pris, de la diversité. De dire il y a des diversités dans l'entreprise qui ne sont pas forcément connues, et dans ces diversités-là, il y a un potentiel énorme, et aussi, lié à ça, il peut y avoir des difficultés. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette diversité-là? Alors, clairement, on parle de diversité. L'entreprise, aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité dans l'entreprise. Il y a des diversités qui sont, je dirais, légales et obligatoires. Quand on va parler de genre,
Donc homme-femme, quand on va parler de préférences sexuelles, d'handicap, d'âge, etc. C'est des diversités pour lesquelles l'entreprise a une obligation de montrer qu'elle fait quelque chose. Sur nos diversités, elle n'a aucune obligation. Hein. Donc voilà, l'idée c'est d'amener à expliquer que finalement, il y a une population qui peut être intéressante aussi pour l'entreprise. C'est les deux aspects. L'intérêt pour l'entreprise, de montrer ça, et de dire qu'effectivement, cette population-là, elle a aussi des besoins spécifiques, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Mais comme dans la nuance entre informer et revendiquer, en fait. Ouais. C'est vraiment la frontière qui est importante. C'est-à-dire que nous, on a l'impression d'informer, mais des fois, ça peut être perçu comme de la revendication. Donc c'est pour ça que je l'appuyais tout à l'heure en disant de l'information, mais sans rien attendre finalement. C'est juste présenter les choses, en disant qu'éventuellement, il y a cette diversité-là et qu'elle peut apporter ça. Voilà. Et après, il faut laisser... après, c'est comme, hein, ouais, comme dans la vie réelle. On représente 2-3% de la population. C'est tout. Hein. Donc à partir de là, les 98 ou les 97%, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent faire un pas vers nous? Il n'y a aucune raison. Nous, on aimerait bien, c'est sûr. On aimerait bien qu'ils nous incluent, qu'ils nous comprennent, etc. Mais il n'y a aucune raison. Donc quelque part, il faut aussi amener les choses pour pas y aller forcément en frontal, parce que sinon on se fait mal à la tête. Parce que taper dans un mur en frontal, on se fait mal à la tête. Et donc il faut effectivement parfois peut-être passer par les côtés et puis y aller, encore une fois, progressivement, petit pas par petit pas, et faire bouger la montagne petit pas par petit pas. Mais la clé, c'est ça, c'est informer et exister pour nous-mêmes et par nous-mêmes, en fait. Ça, c'est le premier but. Pour pas que ce soit quelque chose qui soit imposé ou perçu comme être imposé à l'entreprise. Parce que là, vous prenez le mur, très clairement. Je pense que les différences de vitesse révèlent peut-être aussi les différences de modes d'approche qui sont tous exclusifs les uns les autres. On ne résout pas un problème pratique en allant plus vite que les autres, on le résout en identifiant les leviers ou les racines. Et comment, en créant un réseau qui vise à libérer une parole autour des potentiels, vous pouvez mettre en avant une complémentarité plus efficiente collectivement. C'est une très bonne question. Oui. Encore une fois, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau que nous avons monté, ce n'est pas un réseau de personnes douées. C'est un réseau sur la douance. Et dès le départ, on avait cette idée-là, alors pour plusieurs raisons. Mais entre autres, on ne peut pas expliquer aux autres si les autres ne sont pas avec nous. Donc notre réseau, il y a beaucoup de gens, des ressources humaines qui suivent ce qu'on fait, du talent management, enfin il y a pas mal de personnes qui ont des enfants doués qui ne sont pas forcément eux-mêmes doués. Enfin, donc l'idée c'était de ne pas être tout seul dans notre coin. La complémentarité, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on essaie d'avancer, c'est que pour nous, la diversité cognitive, c'est une chance. C'est-à-dire dans une équipe d'avoir différents types de fonctionnement de pensée, c'est une chance. Et ce n'est pas qu'une question de vitesse, effectivement, c'est une question d'approche, de compréhension, de différents axes de compréhension d'un sujet. Et c'est vraiment ce qu'on veut amener, c'est pas dire nous on est des Superman, on veut dire incluez-nous et prenez cette dimension-là quand vous créez des équipes finalement. Et je dirais, ce qu'on peut voir au travers d'Airbus, puisqu'on travaille avec différents pays, et moi je l'ai constaté et je l'ai vécu en entretien, on a des managers anglais pour lesquels culturellement la douance n'est pas du tout pris de la même façon qu'en France. Et je dirais en France on n'a pas beaucoup de chance quand même en termes de culture par rapport à ce sujet-là. Et les managers anglais, ils ont très bien compris justement la plus-value des personnes douées. Et donc, moi j'ai passé un entretien avec un manager anglais, avec mon ordinateur, avec l'autocollant Mensa, je savais très bien ce que c'était. Un manager français, déjà, il ne sait pas ce que c'est. Après, quand on lui explique, il se dit « Oula, qu'est-ce que c'est ça ? Ça commence à faire peur parce qu'on ne comprend pas trop, etc. » Le manager anglais, il a tout de suite compris. Il a dit « Ah ouais, c'est super, tu es chez Mensa et tout, ouais, c'est vachement bien. Donc moi, ça m'intéresse et tout dans mon équipe, justement. » Voilà.
Parce que lui, il a compris que la diversité, mais parce que dans la culture anglaise, c'est beaucoup plus facile, la diversité dans son équipe, elle va apporter du plus. Et c'est vraiment ça qu'on veut. Et justement, l'interaction des différents systèmes de pensée, c'est ça qui amène du plus. C'est ça l'intelligence collective, ce dont on parle aujourd'hui. C'est pas d'être tout seul dans son coin, c'est d'être ensemble, et d'être ensemble différents, et c'est ça qui va amener, c'est pas 1 plus 1 donne 2, c'est 1 plus 1 donne 3 ou plus. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on parlait de libérer, le but de la communauté, c'est pas justement d'être centré sur nous-mêmes, c'est de dire, on veut être aussi capable de faire son coming out pour vraiment libérer le potentiel et pas se conformer à un modèle de clonage tel que la société peut le demander, pour que justement émerge une réelle intelligence collective. C'est-à-dire, parce qu'on apporte notre danse, mais on apporte plein d'autres choses aussi. Il y a aussi la personnalité, il y a... Et ça, enfin, la danse n'est qu'une partie de ce que l'on peut apporter. Et le message que l'on veut porter, quand on dit libérer le potentiel, c'est valable pour n'importe quel type de diversité et pour n'importe quelle personne, même normopensante, je serais tentée de dire. Donc c'est déjà ce message-là qu'on veut véhiculer. Alors nous, on le fait avec la cause des Gifted, parce que forcément, c'est une cause qui nous tient à cœur. Mais le message, comme l'a présenté Christian, il est quasi universel, finalement. Et pour parler de culture, bon, moi qui viens de l'Espagne, pareil, quand on a présenté, j'ai pris rendez-vous avec les RH Innovation, je leur ai présenté notre communauté. Alors moi, j'avais calé 1h30, parce que je me disais, bon, va falloir argumenter, y aller petit à petit, etc. Au bout d'une demi-heure, c'était plié. Et les RH m'ont dit, mais en fait, c'est vous qu'on cherche. On cherche des catalyseurs pour l'innovation. Et bien, c'est des gens comme vous qu'on cherche. Voilà. Donc, quand on parle de perception, c'est ça aussi. Mais au final, bon, les approches sont différentes. Nous, on est agile avec ça, puisqu'on s'adapte à chaque culture. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est comme le groupe d'innovation en Espagne dont je vous parlais, d'être mélangé avec des experts, des talents. Et pour moi, l'idéal, ce serait même d'être mélangé avec des personnes handicapées. Parce qu'elles ont une perception du monde que nulle autre personne n'a. Et ça, ce serait intéressant aussi. On est encore loin, nous on défend déjà une cause, on ne peut pas toutes les défendre, mais c'est aussi ça le message qu'on veut faire passer. C'est qu'on soit 2% d'un côté, 2% de l'autre, peu importe, on a tous des talents à libérer. On fait toute la rétrospective de sa vie personnelle, amicale, professionnelle, on arrive à en parler, à faire ce fameux coming out auprès de la famille, auprès de quelques amis, on se rend compte, comme vous dites, qu'il y en a beaucoup autour de nous qui sont concernés. Par contre, c'est vrai que dans le milieu du travail, moi j'ai encore cette souffrance et c'est vrai qu'étant beaucoup dans le milieu de la PME, c'est difficile de faire son coming out et maintenant se pose depuis que j'ai fait ces tests de comment le dire, de comment le faire accepter, voire même est-ce qu'il faut le dire, parce que c'est très très compliqué. Tout à fait. C'est une question que j'ai effectivement dans le réseau. Et moi, j'apporterai une réponse qui est de dire... alors, effectivement, quand on peut faire son coming out et que c'est entendu, compris, en tout cas accepté, c'est l'idéal. Je dirais, il y a un cas où je dirais il vaut mieux pas faire son coming out, c'est si on a un environnement qui est néfaste. Si on a des personnes, alors que ce soit collègues, chefs, ou enfin dans l'environnement professionnel, où on sent qu'effectivement, c'est des gens qui ne sont pas forcément... très réceptif d'une part, voire même pire, quoi. On a déjà expliqué dans de nombreuses conférences sur Mensa, on a parlé des pervers narcissiques, entre autres. Il ne faut surtout pas donner le bâton pour se faire battre. Il faut vraiment se protéger dans ce cas-là. Après, je dirais, je ne sais pas, il faut peut-être amener les choses en disant que votre fonctionnement de réfléchir, de penser au sujet est un peu différent, qu'effectivement vous avez d'autres aspects de votre personnalité qui finalement, voilà. Et après, vous voyez la réception de l'environnement, et puis il y a un moment il faut se lancer, mais encore une fois, attention, s'il y a un environnement qui est néfaste, il ne faut surtout rien faire. C'est vrai que la communauté, c'est aussi ça que ça nous a apporté, parce que, comme on disait, il y a plein d'associations, la Mensa en est une, et très enrichissante sur les échanges qu'on peut avoir. Le fait de pouvoir échanger sur son lieu de travail avec des collègues de travail, on partage le même environnement. Et c'est vrai que ça enrichit beaucoup. C'est des questions qui reviennent très souvent.
Après, c'est une question de personnalité, je serais tentée de dire. Moi, dans mon cas, comme je le disais, c'est pas de la revendication, j'informe juste. C'est-à-dire, je dis pas que je le suis, je dis que je suis, j'en donne les caractéristiques. Je dis je suis comme ça. Si après on me demande pourquoi, là oui, je peux le dire. Mais sinon, je l'expose pas spécialement. Si on me pose la question, je vais pas me cacher. Faire son coming out, c'est ça aussi. C'est juste s'assumer. Donc c'est juste de dire, par exemple, vous êtes en entretien, de ne pas avoir peur de dire, même si vous n'avez pas le diplôme, que vous n'avez pas l'expérience, de dire, mais moi je sais faire ça. D'accord. Bah, souvent on pose la question, alors c'est encore une question de pays, mais en France on est encore très attaché au diplôme et à l'expérience, et de dire, bah, comment tu le sais? Bah, parce que j'aime ça, etc., etc. Et si après vous voyez, c'est toujours pareil, c'est une question de ressenti. Si vous voyez que c'est pas propice, il ne faut pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est déjà de vous approcher de gens qui sont comme vous. Si vous les avez identifiés, de pouvoir en parler, déjà ça libère. Et après, enfin, je vais me répéter, mais c'est vraiment se libérer de son potentiel, c'est-à-dire ne plus avoir peur, ne plus se freiner, c'est l'exprimer. Mais si l'environnement est propice, c'est toujours pareil. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, est-ce qu'on le met sur le CV? Moi, j'avais mis membre de la Mensa sur mon CV. Et je m'étais dit, ça va permettre, ceux qui sont concernés, ils vont savoir, parce que moi, Mensa, moi ça fait 3 ans, et pareil par le biais de mon fils, avant de le savoir, je ne connaissais pas la Mensa, je ne savais même pas de quoi on parlait. Donc je me suis dit, et fameux préjugés, donc j'avais fait le parallèle avec les biais, les biais de perception, je m'étais dit, si les gens savent de quoi je parle, c'est qu'ils sont concernés. Donc au moins, ça peut m'ouvrir des portes. Et si, quand bien même, un recruteur, parce que d'ici à arriver jusqu'au fameux hobby, etc., me pose la question, ce qui est souvent très rare, s'il arrive là et qu'il me pose la question et que je vois qu'il ne connaît pas, je dirais, bah, c'est une association qui traite de sujets intellectuels. Voilà, comme ça, je ne m'expose pas non plus. Sauf que je me suis faite bien avoir, parce que lors d'un entretien, qui est d'ailleurs aujourd'hui mon chef actuel, à un moment on me pose la question, mais pourquoi qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Et je lui dis, bah, j'aime beaucoup le travail d'analyse, etc. Il me fait, oui, en tant que membre de la Mensa, c'est sûr. Et donc là, je me suis dit, il l'est. Donc je dis, ah, mais tu connais la Mensa et tout? Il me dit, ah bah oui, c'est très connu. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est pour les hauts quotients intellectuels. Je dis, oui, en effet. Je dis, bah donc tu l'es? Et il me fait, ah non, moi, non. Mais il dit, j'imagine que toi, si tu es membre, ça veut dire que tu l'es. Et là, je suis devenue toute rouge, je me suis sentie très très mal. Et j'ai dit, bah oui, en effet. Et je suis tout de suite passée à autre chose. Voilà, je ne suis pas restée bloquée dessus, je suis passée à autre chose. J'ai été prise pour le poste. Et finalement, je peux vous dire que c'était une très bonne chose. Parce qu'il m'a prise en tant que telle, il le sait. Et donc, ça me permet moi aussi d'avancer dans des tâches des fois où je sors un peu du cadre. Et ça permet de pouvoir nous aligner et puis de plus se porter sur mes besoins plutôt que d'essayer de me conformer et finalement, moi, être toujours cloisonnée ou en frustration ou en stress ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est... Dans une PME, nous, on a la chance d'être dans un grand groupe, c'est plus facile. Après les PME, je dirais, autant j'incite tout le monde à monter un réseau dans son entreprise, autant je cite aussi les gens à participer au réseau existant, ce que je disais tout à l'heure. Et pour essayer de retrouver des personnes comme nous. Et bon, je parlais de LinkedIn avec HPI Talent, il y a Mensa, enfin il y a plein de réseaux existants. Et je pense que même si vous n'arrivez pas à monter, à faire comprendre dans votre entreprise votre fonctionnement parce qu'ils ne sont pas prêts à l'entendre, le fait de se retrouver dans ces réseaux à l'extérieur, ça permet d'échanger, ça permet de développer des stratégies pour essayer de fonctionner plus facilement avec l'environnement de votre entreprise sans forcément expliquer ou leur faire comprendre qui vous êtes. Mais en tout cas, ça vous permet de... Voilà, nous, on développe des stratégies et c'est vrai qu'on ne les expose pas sur les réseaux parce que, je dirais, il y a un certain nombre de stratégies qui pourraient ne pas être comprises par les autres personnes, mais en face à face, on s'aide et on s'explique justement ce type de stratégie. Donc ça peut être un moyen aussi, pas forcément vous annoncer dans l'entreprise, mais reliez-vous aux autres, quoi, pour justement vous aider à comprendre qui vous êtes. Je parlais du cheminement tout à l'heure. Encore une fois, pour moi, le cheminement, et ça fait, vous dites 1 an que vous avez découvert votre douance, moi ça fait 2 ans.
Donc le cheminement, je l'ai fait. Alors je l'ai fait, on est un peu rapide, donc on le fait un peu plus vite que les autres, on va dire. Et puis ça fait un moment que je ne comprenais pas, donc quand j'ai eu les clés, j'ai enfin accéléré, quoi. Et je dirais, le cheminement qu'on a tous à faire, c'est de comprendre qui on est. C'est la première étape. Et pour ça, donc toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube de Mensa, tous les bouquins sur la douance, et il commence à en avoir pas mal, c'est un bon moyen d'avoir les clés pour comprendre d'abord qui on est. Et dans ce cheminement, après, il y a accepter qui on est. Après, dans le cheminement, il y a comprendre que les autres, ils ne fonctionnent pas comme nous. Et après, c'est accepter aussi que les autres, ils ne fonctionnent pas comme nous. Et donc, justement, développer des stratégies pour mieux fonctionner avec les autres. Et donc ça, voilà, tout ça, c'est un cheminement qui est nécessaire. Et après, je dirais, bon, il y a aussi, dans la connaissance de soi, il y a la grille de compréhension de la douance qui permet d'avancer très vite, mais après, il y a aussi la compréhension qui est peut-être plus profond aussi de qui on est par rapport à notre histoire, par rapport à nos parents, à ce qu'on a vécu, enfin, à notre enfance. Et bon, et là, il y a un travail, je pense, personnel à faire, qui lui, vient plus dans le fait d'enlever tout ce qui nous gêne, d'enlever pourquoi on se saborde, pourquoi on se freine ou on se bloque sur certains sujets. Donc ça, c'est encore un autre dans le parcours, c'est aussi un chemin, quelle que soit la façon d'emprunter ce chemin. Ça peut être des coachs, des psys, ça peut être toutes sortes de techniques. J'ai appris que la CNV, par exemple, la communication non violente, ça sert à communiquer avec les autres, mais ça sert aussi à communiquer avec soi-même. Et il y a un dialogue qui se fait avec soi-même, et ça permet aussi d'avancer. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'on explique, ce que j'explique moi aux personnes que je rencontre, qui viennent de se découvrir, de ce parcours-là, et qui permet après finalement d'être plus serein, et d'être... Alors, il y a aussi la bienveillance qu'on s'apporte à soi-même, par rapport à tout ça. Et finalement, quand on arrive à tout ça, on arrive à avoir de la bienveillance par rapport aux autres. Et ça facilite forcément la communication, ça facilite l'échange. Et toutes ces stratégies qu'on met en place, plus cette acceptation et cette bienveillance, ça permet justement de bien fonctionner avec les autres. Et juste pour conclure un peu sur cette question, à titre d'exemple, sur les échanges qu'on a, c'est ça qui enrichit aussi, c'est qu'on se donne ces fameuses astuces, qu'on ne partage pas en ligne parce que ça choquerait, mais ces échanges, bon, moi sur l'Espagne, pour des raisons culturelles, les gens osent moins faire leur coming out. Néanmoins, les gens avec lesquels je suis, on mange ensemble toutes les semaines. C'est un besoin parce que ça permet de relâcher. Ça ne demande pas d'effort, ce que l'on fait au quotidien. Et c'est surtout que finalement, on se donne des astuces de manière très pragmatique. Du genre... j'ai mon chef qui m'a demandé de faire un tableau récapitulatif de ce que j'ai appris l'année dernière, des lessons learned, de ce qu'on peut mettre en place, etc. Je ne sais pas comment le présenter, parce que est-ce que je pars par là, je ne sais pas où lui veut aller. Et en fait, quand on le vit soi-même, oui, en effet, on est devant ces différents chemins, on ne sait pas lequel choisir. Mais quand c'est exposé à une autre personne qui, elle, n'est pas impliquée, mais qui vous comprend parce qu'elle connecte avec vous, et du coup, ça permet de donner vraiment des astuces. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une collègue comme ça qui m'a posé cette question. Et du coup, je lui dis, en fait, dans ce que tu es en train de me dire, tu as déjà la réponse. Sauf que tu ne la vois pas. Parce que, comme m'a dit un certain RH, qui je pense l'est, mais ne se l'est pas encore avoué ou ne l'a pas encore reconnu. Donc bon, il y a des gens avec lesquels on peut dire tout de suite, va sur cette piste-là, puis d'autres, il faut y aller plus lentement. Qui m'avait dit, il faut que tu kisses. Donc voilà, c'est sa phrase, il faut que tu kisses. Kiss pour keep it simple and smart. Et en me disant des fois, à la place de smart, tu peux peut-être mettre stupid. Dans le sens, des fois tu as l'impression, parce que tu es face à ton chef, qu'il faut que tu montres que, mais sauf que lui te demande d'aller vers A, vers D, et toi tu es déjà rendu à Z. Oui, mais lui, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Parce que lui, il veut juste du D. Et c'est vrai que des fois, on se rend compte qu'on donne beaucoup en se disant voilà, j'ai quand même donné beaucoup, je vois que mes collègues, ils ont donné moins. Pourquoi, au final, j'ai pas les mêmes mérites, entre guillemets? Parce que finalement, c'était pas la réponse qu'il attendait. Donc voilà, je vous invite à faire du kiss.
Bonjour, merci pour la présentation. J'ai considéré que votre réseau doit aider Airbus, et je dis bien Airbus, pas d'abstraction du personnel, mais d'entité Airbus. Et deuxièmement, est-ce que Airbus a une seconde envisagée qu'elle pouvait appliquer dans votre vivier de cerveau pour occuper des postes, par exemple, de qualité ou de contrôle, d'ingénieur, quelque chose comme ça? Est-ce que l'idée leur a traversé l'esprit? Alors, moi, juste pour approfondir la question, pardon, si vous pouvez garder le micro, parce que quand vous dites, sur le premier point, c'était aider Airbus, c'est ça? Oui, aider Airbus. Ouais. Mais dans quel sens? Est-ce que votre initiative sert uniquement le personnel ou est-ce qu'elle sert en fait à canaliser des gens pour, au final, éventuellement servir l'entreprise? Ou est-ce que c'est uniquement au niveau du personnel et rien du personnel? D'accord. Alors ça, c'est notre but, je dirais un peu in fine. C'est-à-dire de pouvoir occuper le rôle où on pourra vraiment, une fois de plus, apporter le maximum d'efficacité. Et pas juste se cantonner à une job description et rester sur un périmètre un peu plus fermé. On n'en est pas encore là, je serais tentée de dire. Notre but, c'est de nous aider entre nous. On commence à avoir des ouvertures pour justement mettre notre cerveau au service de l'entreprise, c'est un peu fort comme terme, mais on va dire où on peut apporter des choses, oui, qui n'avaient pas été identifiées jusque-là et qui, grâce à notre réseau, peuvent apporter des choses supplémentaires. Mais une fois de plus, c'est une partie d'un tout. Je ne sais pas si je suis claire dans ma réponse. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans la revendication de dire si Airbus nous utilise tel qu'on devrait être, Airbus va grandir encore plus. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et on n'a pas encore, parce qu'on est surdoué, la prétention de dire on doit être à tel poste. C'est juste de dire on veut pouvoir nous exprimer dans notre potentiel tel qu'on sait le faire et pas juste tel qu'on nous le demande. Et en ça, oui, on commence à développer des choses avec le groupe d'innovation, notamment en Espagne, où là, oui, on a pu jouer un rôle tel qu'on sait le faire. Mais de là à dire, à la façon d'autres entreprises où c'est, par exemple, dans l'IT, et j'ai vu que des fois il y avait des réactions sur l'IT, mais dans d'autres entreprises, de dire ce sont des profils gifted que l'on veut, parce qu'ils savent faire ça, on n'en est pas là. Et je ne sais pas si on en sera là un jour, au final. Parce que quelque part, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on puisse être à notre place et jouer le rôle que l'on peut. Et ce n'est pas au travers d'un poste, ce n'est pas juste une étiquette gifted, donc on va le mettre là parce que les gifted, ils savent innover, non. C'est juste pouvoir exprimer notre potentiel tel qu'on sait le faire de manière atypique et pas conformer à un modèle tel que c'est fait dans les entreprises. Ça, c'est plus notre bataille, je dirais. Après, je vais répondre sur deux aspects. Le premier, dans la question, est-ce qu'on aide Airbus? Je dirais, oui, on aide Airbus. À partir du moment où on aide du personnel d'Airbus à mieux se comprendre, à mieux fonctionner avec les autres, à exprimer mieux leur potentiel, on aide Airbus. Après, est-ce qu'on attend qu'Airbus vienne nous voir en disant « Ouais, super, vous êtes des surdoués, on va s'occuper de vous, on va faire des choses avec vous et tout ». Autant je vous ai fait partager mes rêves tout à l'heure, autant je rêve pas à ça. Je rêve pas à ça. Encore une fois, Airbus, on parle d'Airbus, mais on parle de n'importe quelle société. On parle de la société en général. Encore une fois, on est 2% devant 98%. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent quelque chose pour nous. Aucune raison. Donc déjà, nous, on fait nous pour nous. C'est déjà bien. Après, on dit effectivement qu'il y a des choses qui pourraient servir à l'entreprise. Et je dirais, on va, j'espère, ça c'est peut-être mon rêve, oui, réussir à convaincre des personnes dans Airbus ou dans la société, à convaincre des personnes. Mais j'attends pas que l'entreprise fasse spécialement quelque chose pour moi. Ça, c'est même pas un rêve. Ça n'arrivera pas.
C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la vraie vie. Donc l'entreprise, déjà aujourd'hui, elle me permet de monter un réseau social, ce qui est extraordinaire. Il faut reconnaître aussi chaque succès. Aujourd'hui, le fait d'avoir monté ça fait à peine un an, c'est déjà extraordinaire en soi. Le fait d'avoir permis à des gens, comme je disais tout à l'heure, de se reconnaître, pour moi, c'est une des choses des plus importantes. Parce que moi, j'ai souffert pendant des années de ne pas savoir. J'ai appris ma douance à 48 ans. J'aurais bien aimé l'apprendre plus tôt. J'aurais bien aimé que quelqu'un vienne me tenir par la main et dire « Tiens, regarde, va un peu par là parce que peut-être il y a quelque chose à aller chercher. » Et pendant 48 ans, je n'ai pas compris. À partir du moment où j'ai compris, là c'est bon. Quand je vous ai dit, j'ai foncé. Mais voilà. Donc, est-ce que Airbus va nous utiliser? J'en sais rien. Et encore une fois, ce n'est pas forcément le but. Après, est-ce que des personnes, des managers vont se rendre compte que finalement, et c'est ça qu'on dit, le fait d'avoir des différences dans les façons de penser et les façons d'appréhender les choses, ça apporte du plus? Oui, j'espère effectivement. J'espère effectivement ça. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu. Oui. Ouais. Auto-entrepreneur, profession libérale. Et pour le vivre, c'est très compliqué parce qu'on se pose énormément de questions et on n'a vraiment aucun repère autour de nous. Et c'est pas une question parce que je sais pas, il n'y aura sûrement pas de réponse, mais la réflexion c'est comment faire pour essayer de trouver quelque chose qui nous aide à avancer parce que c'est hyper compliqué quand on se retrouve tout seul du matin jusqu'au soir autour de son boulot et de se dire que est-ce qu'on est dans la bonne route, est-ce que notre réflexion est la bonne, et là on n'a vraiment aucun repère professionnellement. C'est ça qui est compliqué. C'est pas forcément une question. Si, non, mais c'est pas une question, mais en plus c'est hyper intéressant comme remarque, parce qu'on nous vend dans tous les bouquins que pour les surdoués, finalement, les gens qui sont auto-entrepreneurs, c'est le Graal, quoi. C'est le top, parce que finalement, l'entreprise, on ne sera jamais compris, et vaut mieux être tout seul dans son business, et finalement, vous dites que finalement, il y a aussi le même type de difficultés, même si on est auto-entrepreneur ou on est en libéral. Voilà. Après, je dirais, oui, mais ça, c'est un réseau. Encore une fois, bon, il y a d'autres réseaux, hein, et il ne faut pas rester seul, surtout pas rester seul. Voilà. Parce que pour deux choses, pas rester seul, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est d'une part céder et avoir des trucs, et d'autre part pas rester seul parce que ça va vous donner de l'énergie. C'est ça qui est vraiment important, c'est de rencontrer les autres, parce que c'est ça qui vous donne de l'énergie que vous allez pouvoir utiliser après dans votre travail, dans vos relations, voilà. C'est à la fois des trucs et des astuces et voilà, d'échanger pour créer cette intelligence collective, mais aussi l'énergie qu'on en retire, qu'on utilise. C'est le rayon laser. Je serais tentée de dire aussi, peut-être se poser la question de voir comment vous verriez ce réseau. Tout le monde n'est pas confronté à ça, mais voir comment vous l'envisageriez, ce réseau, et pourquoi pas le fonder, finalement. Oui. Parce que ça exprime qu'il y a un besoin. Il y a Mensa Monde Pro qui existe, donc c'est déjà bien, parce que c'est vrai que jusque-là, on avait des associations de surdoués. Surdoués dans le travail, c'est intéressant, c'est encore un palier différent. Donc il y a Mensa Monde Pro, à notre connaissance, il y a peut-être d'autres choses, mais pourquoi pas finalement... Talent. Oui, voilà, HPI Talent, pardon. Mais pourquoi pas voir comment vous l'envisagez, parce que nous, notre création, elle est partie de là. Hein. Donc, la porte est ouverte. Donc, futur... Plein de possibilités. Dernière question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que votre direction vous donne les moyens pour votre réseau, les moyens soit financiers, soit en libérant du temps? Alors aujourd'hui, non. Parce que, en fait, nous ne sommes pas la seule communauté existante chez Airbus. Je ne saurais même pas vous dire le nombre de communautés qui ont été créées. Il y a des communautés sur les femmes, des communautés sur plein de choses. Voilà, tout est possible. Donc, pourquoi donner plus un budget à nous qu'à d'autres? Ce serait un peu compliqué. Donc non, il n'y a pas cet aspect-là. Par contre, comme l'a présenté Christian, en fait, on a quand même des soutiens. C'est-à-dire que déjà, on a un sponsor. Sur notre communauté, qui, elle, potentiellement peut nous allouer du budget.
Et puis on a des partenaires avec d'autres communautés qui eux ont peut-être plus de poids, ils sont 5000 ou 5000 à peu près, oui, 5000 membres. Donc eux ont plus de budget pour le coup, c'est un peu plus facile. Et puis on a du soutien avec, comme on l'a dit, des personnes du département diversité qui nous orientent un peu, qui nous disent ça pourrait être bien de le faire comme ça, comme les TED Talks, de pouvoir le faire au sein de l'académie Leadership University, voilà, entre autres. Donc on a quand même du soutien, ouais. Mais après, d'un point de vue budget, non. Mais c'est pour ça que je vous disais, en plus, on a du soutien aussi extérieur et ça c'est important. On a des partenaires qui sont prêts à venir, gratuitement d'ailleurs, pour intervenir au sein de la société. Et en Espagne aussi, parce que là on parle de la France, mais en Espagne également. Le temps alloué, non plus, parce que toutes les communautés le font sur leur temps. Mais je serais tentée de dire, comme on a tendance à aller très vite, on arrive à se dégager du temps. Donc finalement, puis comme le disait Christian, vraiment c'est très galvanisant de pouvoir faire ces choses-là. Nous, notre rêve, il est parti de ce monde-là parce qu'on s'est découvert, moi il y a 3 ans, Christian donc il y a 2 ans, au travers de nos enfants, et notre volonté première, le tout premier but quand on s'est contacté, c'était de se dire il faut qu'on fasse évoluer les choses pour nos enfants. Parce qu'on s'était même dit, nous, à l'âge qu'on a, d'ici à ce que le monde change, il ne faut rien en attendre, mais voilà, on a légué ça à nos enfants, il faut absolument qu'on bouge les choses pour nos enfants. Et au final, ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Mais vraiment, hein. Donc en termes d'intérêt, en termes d'engouement, comme je vous l'ai dit au niveau des membres, mais aussi du coup ce que ça suscite à l'extérieur. Et la preuve en est, c'est qu'1 an après, vous voyez, on est là aujourd'hui pour vous présenter la communauté. Donc ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et en fait, grâce à cette communauté, on est en interaction avec pas mal de gens dans le monde professionnel, donc des coachs, des psys, des associations, peu importe. Et on se rend compte qu'il y a plein d'actions qui sont menées aussi. Et que finalement, tout peut se rejoindre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des discours qui sont quand même communs. Donc, ensemble, on est plus fort. Après, l'intérêt, oui, ça fonctionne. L'intérêt d'être une minorité, c'est que quelque part, il y a quand même une entraide, heureusement. Et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à essayer de faire des choses. Et je dirais, il y a effectivement ce côté où on n'a pas besoin d'avoir forcément un budget pour faire des choses. Quand on invite Cécile Bost à venir sur Toulouse, et elle va venir au mois de septembre, tout de suite elle dit oui. Et ça ne nous coûte rien. Voilà. On a la FEP qui sur Toulouse est extrêmement moteur, fait plein de choses, et entre autres organise des conférences. Quand on appelle donc Eva qui s'occupe de la FEP à Toulouse, qu'on lui dit voilà, on a Cécile Bost qui veut venir, est-ce que tu veux nous aider et monter cette conférence avec elle, tout de suite elle nous dit oui. Voilà, j'ai rencontré Emmanuel il y a 1 an aux Intelligence Day de Bordeaux. Bon, mais aujourd'hui on est là. Donc finalement, on a tous à gagner à s'entraider et tout ce qu'on apporte aux autres, ils nous l'apportent et on gagne tous en finale. Donc quelles que soient les associations, quelles que soient les personnes qui font avancer les choses, pour tout ça, il n'y a pas besoin de budget. Après, effectivement, on va, comme disait Céline, se rapprocher de networks qui sont beaucoup plus importants et qui, eux, ont peut-être des moyens et on va fonctionner avec eux aussi pour créer des choses à l'intérieur de la société, puisque tout ce que je vous ai dit, c'est plutôt à l'extérieur. Mais voilà. Et juste pour conclure, parce que je pense que c'était la dernière question, c'est vrai qu'une fois de plus, d'être ensemble, on est plus fort. Et en fait, on se rend compte que finalement, on est tous en silo, mais on lutte tous, enfin, c'est pas toujours une lutte, mais du moins, on défend tous une cause commune. Et du coup, plus on se divise, moins on est performant. Donc, pour faire un peu le parallèle avec l'idée d'aujourd'hui, donc l'intelligence collective, c'est que justement, on met différentes forces, que ce soit associatifs, professionnels, humains, social, psychosocial, philosophique, peu importe.
quand on rassemble tout ça, on se rend compte qu'on est tous dans la même cause commune. C'est juste une question de perception, on est sur des terrains différents, mais qu'ensemble, on approche plus de la réalité parce qu'on est un tout et que du coup, on est beaucoup plus performant et plus efficient. Et donc, c'est vrai que, comme on le disait, on a beaucoup de partenaires extérieurs, on a aussi des partenaires internes qui nous aident. Et le but, c'est qu'aujourd'hui, là, on est avec la Mensa. On est, je pense qu'on peut le dire, invité à faire une conférence au mois de mai avec l'Institut des ingénieurs et scientifiques de France. Donc, comme quoi, voilà. Cécile Boss, lors d'une intervention sur le congrès de la Douance, avait cité qu'il y avait une entreprise qui avait lancé un réseau. Bon, maintenant, c'est plus un secret, c'est la nôtre. On sait qu'on est pionnier parce que ça n'existe pas, du moins à notre connaissance en Europe, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Le but, c'est que vraiment ça s'étende, parce que plus on va communiquer, plus on va développer, plus on va se rassembler aussi, plus on va progresser en termes d'intelligence collective et plus on va se faire entendre. Donc c'est ça qui est important. Voilà. Merci à vous. Merci à Christian et à Céline. On va finir la journée comme ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Je veux évidemment remercier tous les volontaires, et la liste est longue, qui ont aidé, là, qui sont là pour construire cette journée. Qui a nécessité un minimum d'intelligence collective et ce n'était pas facile tous les jours. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Merci à vous.